Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Ce mois-ci sur Le Tilt, c'est le mois spécial IA et travail. Une série de 4 épisodes dédiés à une question devenue incontournable. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle change vraiment au travail ? Au-delà des outils, c'est notre manière de produire, d'apprendre, de décider, de gouverner et peut-être même de vivre qui se transforme. On y explore cette bascule en cours sous plusieurs angles. L'objectif ? Sortir des discours simplistes, qu'ils soient alarmistes ou naïvement enthousiastes, pour comprendre ce qui se joue et aider chacun à trouver sa place dans cette nouvelle donne. Pour ce 2e épisode de cette série IA et travail, j'ai invité Ronnie Germont à mon micro. Initialement enseignant-chercheur, Ronnie travaille depuis plusieurs années sur les enjeux de formation inhérents à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les organisations, avec une idée centrale. Une technologie ne transforme vraiment le travail que lorsqu'elle est adoptée sur le terrain. Ensemble, on parle donc très concrètement de formation et d'acculturation à l'IA maintenant que celle-ci n'est plus une option. Par où commencer pour se former ? Quelles compétences développer ? Comment renforcer sa capacité à apprendre en continu pour ne pas se laisser dépasser par le flot d'innovation et de changement continu ? Enfin, on aborde un dernier sujet que je trouve particulièrement important, l'hygiène cognitive. Dans un monde où les réponses arrivent instantanément, la compétence la plus stratégique pourrait bien être de continuer à activer son propre cerveau. Cet épisode du Tilt est sponsorisé et réalisé en partenariat avec Manpower Group Talent Solutions, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et les talents face aux grandes mutations du marché de l'emploi. Dans un contexte où l'IA redessine les compétences, les organisations et les modèles de création de valeur, il me semblait cohérent de m'associer à un acteur qui travaille précisément à éclairer ces évolutions avec méthode, engagement et données fiables. Merci à eux pour leur soutien dans cette série IA et travail. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Ronnie Germont. Bonjour Ronnie. Bonjour. Bienvenue sur Le Tilt. Merci. J'adore cet enthousiasme. Ronnie, ensemble, on va parler de comment intégrer l'IA dans sa vie professionnelle. On le sait, maintenant, l'IA s'intègre dans tous les métiers. Et donc, la question n'est plus de savoir s'il faut qu'on l'intègre ou pas. La question, c'est plutôt de savoir l'intégrer intelligemment dans sa pratique professionnelle. Alors toi, tu es un enseignant-chercheur de métier. Tu vas nous raconter quelle est ta posture au travers de cette question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Du coup, je suis Ronnie, je suis marié, j'ai 2 merveilleux enfants, un garçon et une fille. Je vis à Montpellier, au soleil, ça aussi c'est important pour moi. Et je me suis remis au sport aussi depuis peu. Génial. Ça aussi c'est important et je pense que c'est une bonne façon aussi d'équilibrer avec la vie professionnelle. Génial. Et alors, quel est ton rapport au travail ? C'est quoi mon rapport au travail ? C'est une bonne question. C'est une question que j'évite trop de me poser parce que si j'écoute ma famille, je bosse trop. Si je m'écoute en regardant mes chiffres, j'ai l'impression de ne pas bosser assez parce que j'aurais aimé faire mieux.
Non, je pense que pour être à 100% sincère, le rapport au travail, j'essaie de le placer à ce qu'il est, c'est-à-dire c'est juste un moyen d'avoir des ressources financières pour pouvoir vivre. Alors, j'ai pas de besoin ou d'envie, j'ai pas besoin de Rolex avant 50 ans, j'ai pas besoin de Porsche, etc. Je veux juste pouvoir bien vivre tranquillement avec ma famille et que ça permette de voir grandir mes enfants de façon posée. Je pense que c'est ça le travail pour moi. Mmh. Et alors, c'est quoi ton métier aujourd'hui? Euh, le plus facile, ce serait de dire entrepreneur. Le plus iconique, ce serait de dire que j'aide à penser. Mais ce serait trop prétentieux, je pense. Je pense que mon métier aujourd'hui, c'est développer Futur Possible, donc qui est ma boîte. La petite histoire de pourquoi Futur Possible, parce qu'on me le demande souvent, c'est que j'ai commencé ma carrière comme enseignant-chercheur et j'enseignais particulièrement les cours de stratégie. Et définir une stratégie pour une entreprise, c'est définir le ou les futurs possibles. Et donc, après avoir répété ça, je pense, pendant plus de 10 ans à mes étudiants, au moment de choisir le nom d'une boîte, j'ai choisi ce nom-là, Futur Possible. Et donc, Futur Possible, on est un cabinet de conseil et de formation. On accompagne la fonction formation en général, qu'elle soit en entreprise ou que ce soit une école, un centre de formation, un CFA, dans leur transformation digitale, dans leur transformation aussi de leur culture pour l'adoption des outils digitaux. C'est un peu notre créneau. Ok, et c'est aussi notre sujet du jour. Euh, je trouve que depuis plusieurs années, on entend les mots upskilling, reskilling, en tout cas plein de nouveaux mots en anglais autour des compétences. Euh, c'est quoi les enjeux de la formation à l'aune de la révolution de l'IA? Je pense que les enjeux de la formation, qu'on leur parle d'IA ou pas, ils sont simples en fait. C'est accompagner les personnes dans l'acquisition de compétences. Mais quand on est passé de la machine à vapeur à l'électricité, je pense que on a dû former à ce passage-là. Quand on est passé à l'automatisation, on a dû former à ce passage-là. En fait, c'est ça, en fait. Mais C'est accompagner les changements. est-ce que ce changement-là, il est plus grand? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fantasme qui nous dit que cette révolution, la IA, elle va être encore plus bouleversante que celle du passage à Internet, par exemple. Je pense que déjà, il faut raison garder et se dire, parce que souvent je vois, oui, c'est un nouveau monde, c'est un monde qui change, etc. Le monde, il change. Il n'a pas arrêté de changer. Si on est là à notre stade de développement, c'est justement parce que le monde, il a changé. La différence, là, avec l'IA, c'est qu'on voit que les cycles de changement, ils sont beaucoup plus rapides. Juste avant là, je lisais un peu l'actu sur les différents LLM et il y a une semaine quand Claude Opus 6 est sorti, c'était la révolution qui mettait à mal tous les autres LLM. Là, Gemini 3.1 est sorti, il a déjà mis KO Opus 6, etc. Donc on voit bien que d'une semaine à l'autre, on a l'impression de vivre des révolutions permanentes. Sauf que on parle beaucoup des technologies, je trouve, mais on parle beaucoup moins de leur adoption et de leur usage. On peut avoir les plus belles technologies du monde, si elles ne sont pas adoptées, si elles n'ont pas d'usage concret, si elles n'ont pas de personnes pour les utiliser, ben en fait, elles font petite, quoi. Donc, et je pense que c'est le nœud du problème, et c'est pour ça aussi qu'on a créé Futur Possible, c'est que quand on parle de digitalisation, on attend tout de suite un effet wow, alors que moi, qui m'intéresse, c'est plutôt l'engagement, l'adoption, l'accompagnement au changement et la création d'une culture. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, mais avec une oreille plutôt travailleur, individuelle, ces notions d'upskilling, de reskilling, de transformation des compétences, pourquoi c'est important aussi pour elles aujourd'hui? Ouais, tout simplement pour pas se faire dépasser. Tout simplement, il faut être conscient que justement le monde change et donc on peut pas croire qu'en ayant eu un diplôme d'une très bonne école de commerce ou d'ingénieur du digital ou université il y a 20 ans que ça va être les compétences qu'on a acquises là vont être toujours à jour. Non, il faut accompagner ce changement. C'est important justement d'avoir de suivre de la formation continue, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue pour découvrir de nouvelles technologies, pour découvrir de nouvelles méthodes de travail et pour participer à cette culture où
Ce qui est le plus important, c'est la curiosité, c'est la volonté d'apprendre. Et je pense que c'est le plus important. Là, actuellement, je réalise pour un client une étude justement sur les questions d'emploi. Et, on est sur une étude sur l'analyse qualitative. Et un mot qui n'a pas arrêté de ressortir, parce qu'on est sur un métier très technique, du marketing et de la pub, et tout le monde me dit la même chose. Il me dit, moi, ce que je trouve le plus important, c'est que je sois face à des gens qui savent apprendre, réapprendre, parfois peut-être désapprendre. Donc ça, je cite Alvin Toffler, c'est ça, mais en fait, qui ont cette curiosité de se dire que là, il y a quelque chose de nouveau, il faut que j'y aille et il faut que je puisse comprendre les systèmes. Je pense que c'est aussi là, du coup, le rôle de l'entreprise d'accompagner ces changements. La notion de apprendre à apprendre, on va en reparler juste après parce que je pense que tu pointes un des sujets cruciaux dans cette transformation dont on parle aujourd'hui. J'aimerais te poser une question sur le concret. Aujourd'hui, tout le monde se dit oui, il faut que j'intègre de l'IA à mes pratiques, il faut que je progresse sur l'IA, etc. Mais en fait, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, c'est une bonne question. Ça veut dire quoi concrètement ? Parce que souvent, on voit bien que quand on parle avec des chefs d'entreprise, ce qu'ils ont besoin, c'est des cas d'études. Et des cas d'études qui ont un ROI qui soit net, précis et qui puissent évaluer. Ça va être quoi ? Je pense que beaucoup, on s'est centré sur les questions d'automatisation. Alors, on a cherché qu'est-ce qu'on peut automatiser parce qu'en fait, ça va faire gagner du temps, etc. Donc oui, ça peut être une première approche de l'IA. On va essayer d'automatiser des tâches. Mais comment choisir ces tâches ? Donc souvent, on va choisir des tâches qui vont prendre du temps, qui sont répétitives et qu'on pourra automatiser facilement. Là, c'est une première façon simple, basique d'utiliser l'IA. Ça peut être aussi ce matin, j'ai découvert une société qui travaillait sur constituer des bases de connaissances fiables et certaines, particulièrement pour des métiers soit très techniques, du droit, etc., pour ensuite faire travailler des LLM. Mais ça peut être une façon, en fait. On va constituer une base de connaissances, on va y appliquer des modèles d'IA génératifs qui vont aller consulter cette base de connaissances et puis pouvoir ressortir des données qui soient fiables et qu'on pourra réutiliser. Ça peut être, en ce moment, plusieurs métiers sont bien impactés dans les métiers créatifs, mais ça peut être créer du contenu. Alors, là, on est plutôt sur créer du contenu en masse, mais moi, je serais plutôt créer du contenu de toujours meilleure qualité. Ça, ce serait aussi une façon de l'appliquer très concrètement. Donc, on voit bien qu'il y a plein de chantiers, et c'est d'ailleurs ça aussi la force de l'IA qui n'est pas que générative, autour de l'IA. Et je pense que le plus important, c'est de créer des chantiers qui permettent l'adoption le plus rapide par les salariés. On ne crée pas un chantier en disant on va faire ça, on va automatiser, et puis on le fait complètement décorrélé de l'activité d'un salarié. Il faut qu'un salarié puisse l'adopter. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Tu parlais des use cases tout à l'heure, c'est sur le terrain qu'on voit effectivement les usages sur lesquels l'IA peut avoir un impact. Comment est-ce que ça marche, cette espèce de back and forth à la fois du collaborateur, donc quelque chose de plutôt pratico-pratique, et à la fois les besoins stratégiques de l'entreprise. Comment on s'y retrouve là-dedans ? Comment est-ce qu'on fait des choix ? Je pense que c'est pour ça que je disais en introduction, il faut créer une culture. C'est important de créer cette culture qui va être orientée innovation et changement. Et donner la possibilité, dans un premier temps, d'être formé, dans un deuxième temps, d'expérimenter, et puis dans un troisième temps, de créer des POC qui ont un ROI et qui puissent être déployés, scalés à toute l'entreprise. Et donc, en tant que dirigeant, le rôle du dirigeant, c'est de donner le cap. C'est de donner le cap et de donner les moyens. Une fois qu'on a donné le cap et les moyens, c'est aussi se baser sur les questions d'intelligence collective, de capacité d'innovation, de l'entretenir, parce que c'est aussi quelque chose qui s'entretient, pour qu'on puisse créer des solutions qui soient profitables à l'entreprise dans le cap qui a été fixé. Il n'y a pas longtemps, j'assistais à la conférence d'un prix Nobel qui disait c'était quoi les éléments qui faisaient qu'on pouvait créer des prix Nobel et favoriser l'innovation.
C'est des choses qui sont toutes bêtes, mais à rappeler, même aux entrepreneurs. Première chose, montrer qu'on vit dans le temps présent. C'est-à-dire que c'est pas tout de chercher le coup d'après, c'est d'abord de réaliser le coup là, maintenant. Et une fois qu'il est clôturé, penser, entamer le coup d'après. Avoir des moyens, ça aussi. S'il faut demander, tu as une idée, et puis juste pour avoir une carte bleue, pour débloquer un abonnement premium à 200 € dans une boîte qui fait 30 millions de chiffre d'affaires, ça prend 45 jours, il y a un problème. Donc il faut pouvoir avoir des moyens. Il faut être sûr aussi, et ça c'est quelque chose que je trouvais aussi très intéressant, que les gens soient sûrs que leur travail et leurs idées soient protégées. C'est-à-dire, on le voit en recherche, si tu fais de la recherche académique, tu as passé des années, et puis en fait, un des salaires des chercheurs, c'est de publier, parce que publish or perish. Tu publies, et puis en fait, c'est toi qui es à l'origine de la solution, et puis ton directeur de thèse qui a jamais rien fait, il rajoute son nom, ou pire encore, il met son nom avant le tien. Donc ça veut dire que le papier, c'est son idée. En fait, tu n'as pas envie de créer parce que tu te fais déposséder. C'est la même chose dans les logiques d'innovation. Tu dois être sûr que si tu as poussé une innovation, que tu puisses avoir le juste retour de cette innovation-là. Mais c'est hyper intéressant parce que si on le ramène à des cas concrets dans l'entreprise, admettons, tu vas avoir quelqu'un dans une équipe XY qui va, par sa curiosité naturelle, son appétence pour le sujet, etc., l'intégration de l'IA sur un sujet spécifique. Tout à l'heure, tu parlais d'automatisation, de création de données, de création, etc. Il choisit un de ces chantiers-là. Est-ce que c'est important que cette personne soit identifiée comme étant la personne qui innove sur ce chantier ? Oui, c'est important. En fait, c'est important parce que, comme j'ai dit, on est dans l'instant présent, pas dans l'instant d'après. C'est-à-dire qu'on est dans une logique, j'aimais bien cette illustration, il disait, là, tu étais reconnu, là, pour ce papier, pour cette recherche, etc. Tu es au top, c'est fini. Maintenant, en fait, tu repars de zéro. Et tu pars pas juste en disant, c'est moi qui ai cette légitimité-là, et donc il faut refaire ses preuves en permanence. Et donc ça, je trouve que c'est important, et la meilleure façon de faire ses preuves, il faut déjà qu'on soit reconnu pour le travail qui a déjà été fait. Et du coup, j'ai une autre question très concrète pour toi. C'est comment on identifie les outils pertinents pour initier cette transformation ou cette acculturation à l'IA, et comment on commence. C'est quoi quel fil on tire pour dénouer la pelote ? Alors, ce que je disais, je reprends toujours la base, il faut qu'il y ait un cap, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut des objectifs, il faut qu'on puisse avoir dans l'entreprise, qu'on puisse connaître les priorités à développer, il faut qu'on puisse avoir les moyens. Il ne faut pas que ce soit l'IA, hormis bien sûr pour les questions de sécurité, de privacy, de respect de RGPD, il ne faut pas que ce soit uniquement une décision de DSI. Parce qu'on n'oublie pas, c'est une question d'usage. Et donc, moi, je préfère qu'il y ait des gens qui remontent des solutions et que le DSI dise c'est bon, ça respecte tel critère, les données sont en France, la solution est labellisée ISO 27001, etc. C'est bon, on peut l'utiliser. Que ce soit le DSI qui choisisse une solution, quand bien même il y aurait eu un comité de pilotage qui dirait que c'est la solution parfaite, etc., mais en fait, elle ne sera pas sortie du terrain. Et souvent, quand c'est quelque chose qui est imposé par le haut, l'adoption, à moins qu'il y ait des contraintes fortes, si tu veux recevoir un mail, si on a décidé que c'était Outlook et que tu es sur Outlook, si tu veux recevoir un mail, tu es obligé d'aller sur ta boîte mail. Par contre, du moment où on te laisse le choix, peut-être que tu vas avoir des solutions qui vont peut-être dériver. Donc, à moins que ce soit des solutions soient imposées et que tu sois obligé d'y aller, l'usage va faire qu'on va plutôt préférer des interfaces qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'automatisation, de créer des bases de données sur lesquelles on va s'appuyer. Il y a aussi beaucoup de choses autour de la création. Si ces compétences-là, elles deviennent obsolètes, que demain, les IA le font à notre place, qu'aujourd'hui, les IA le font à notre place, c'est quoi les compétences qui deviennent réellement stratégiques aujourd'hui ? Pour répondre à ta question, je prends un exemple. Je pense un métier qui, au-delà des métiers de la création qui sont pas mal impactés, c'est le métier de développeur. Je pense que ce métier, il est profondément impacté par l'IA. Je lisais il n'y a pas très longtemps le CEO de Spotify qui disait que depuis le début de l'année, ses développeurs seniors,
seniors n'ont pas écrit une seule ligne de code. Donc on se dit, comment ça, les meilleurs développeurs n'ont pas écrit? Pourquoi? Parce que dans les faits, les features, ils en ont lancé une 50aine. Elles ont toutes été générées grâce à de l'IA. Et le rôle des développeurs a été de superviser le développement, de contrôler la qualité du code, de vérifier qu'il n'y ait pas de biais, de failles, etc., avant la mise en production. Ce qu'on pourrait se dire, c'est génial. On peut sortir des features beaucoup plus rapidement, c'est quand même contrôlé, etc., mais ça pose un problème. Ça pose un problème fondamental en fait, c'est des seniors. C'est-à-dire que cet aspect de contrôle, de vérification, etc., ils l'ont acquis avec l'expérience. Cette expérience, ils l'ont acquise parce qu'ils ont été des juniors et qu'ils ont fait des tâches ingrates. Ils ont fait des cahiers des charges, ils ont fait de la recette, et ils ont contrôlé du code qui a été recontrôlé, valider, on leur a expliqué, etc. Au-delà même de sortir d'école et qui savent déjà coder ou pas. Là, tu parles des compétences techniques. Voilà. Ils ont acquis... Ils ont acquis ces compétences-là. Donc déjà, si ces compétences disparaissent, on a un premier problème, la disparition de ces compétences. Mais ça montre aussi, cet exemple-là, un changement de posture. On n'est plus dans une question de on va faire que du technique, mais on va faire de la collaboration entre humains et entre IA. On va apprendre à avoir un regard critique sur ce qui a été produit, même si c'est du code, parce qu'il faut s'interroger si dans ce code il y a des biais, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il n'est pas redondant. On va aussi s'interroger sur est-ce qu'on a atteint le bon niveau de créativité, est-ce que c'est vraiment la solution que je voulais produire. Et donc on voit bien que à travers ce métier qui change, il change avec un risque, c'est de perdre cette première marche qui permettait de faire rentrer et de devenir senior. Mais il change aussi pour les seniors sur les soft skills ou les power skills qu'ils doivent avoir, qui changent aussi fondamentalement et qui sont orientés vers l'esprit critique, la créativité, faire collaborer des gens et des machines. Et donc, c'est un changement aussi profond sur la façon de manager et de travailler. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette espèce de fantasme de les métiers techniques vont disparaître? Je ne sais pas si c'est un fantasme, d'ailleurs, mais... Je pense qu'il faut déjà raison garder. Même si Claude ou là maintenant Gemini 3.1 ont de très bons résultats sur le code, c'est toujours ce que je dis, du code pour du code ou de l'application produite qui répond pas à un besoin, dont les gens ne s'approprient pas, en fait ça sert à rien. Donc les métiers, ils vont, à mon sens, évoluer comme ils ont toujours évolué vers plus peut-être de management, plus de supervision, plus de contrôle et moins de production. Mais comment on fait du coup? Parce que ça ne répond pas aux compétences et aux appétences de tout le monde. Enfin, je veux dire, si jusqu'ici, il y a eu tant de personnes qui étaient sur des métiers techniques, comment on fait pour résoudre cette équation de... En fait, tout le monde n'a pas forcément ni envie, ni les capacités de progression sur ses compétences de management, d'éthique, de création, etc. Est-ce qu'on se ressent vers des métiers autour de ça? Qu'est-ce qui va advenir des gens qui vont pas dans cette direction-là? C'est une bonne question. Il y a pas longtemps, je t'aurais dit, j'aurais pris un exemple un peu volontairement forcé en disant, allons plus vers des métiers manuels ou voire de l'art. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on voit bien la progression qu'il y a eu là. Il y a eu le dernier spectacle du Nouvel An chinois. Donc, en plus de Hélène Rollès qui a chanté avec John Legend, c'est pas trop... Ça, c'était sympa pour dire, voilà, OK. Ce qui était marquant, c'était le spectacle de danse et de robots. Si on revient un an en arrière, on avait juste des robots qui, de façon coordonnée, agitaient une écharpe rouge pour le Nouvel An. Le rouge, c'est la couleur phare du Nouvel An. Et là, on a eu des robots qui dansaient, qui faisaient des figures de kung-fu, d'acrobatie, etc. en un an. Donc, on voit bien que même sur certains métiers, l'IA incarnée
placée dans des robots, etc., elle progresse vite. Et sur des métiers où, à la base, tu te dis, l'artiste qui danse, est-ce qu'il sera remplacé demain? On peut en douter, tu vois. On peut en douter. Bon, il y aura toujours cette question d'émotion Oui, qu'il c'est pourra ça, transmettre, etc. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces profils? voilà. Très technique. Moi, j'aime pas faire l'oracle parce que je trouve que être l'oracle, c'est pas assez s'inscrire dans le temps présent. Et même si ma boîte s'appelle Futur Possible et on veut aller beaucoup vers comprendre ce qui est possible comme futur, justement, souvent c'est une posture qui néglige le temps présent, être trop projeté dans le futur. À mon sens, je peux me tromper. Mais je pense que, peut-être que je le répète depuis le début, c'est la formation, l'accompagnement. Il n'y a pas très longtemps, je lisais une étude sur les jeunes et qui disait que sur l'IA, les jeunes et l'IA, qui est sorti d'une école d'ingé, et il disait que de qui était la responsabilité de former à l'IA et de former aux enjeux, c'était principalement les pouvoirs publics. Et ensuite, c'était les écoles ou les entreprises. Je ne me rappelle plus du sens. Mais on voit bien qu'en gros, c'est dans ce trio-tête-là. Il y a une part de responsabilité des pouvoirs publics, une part de responsabilité du système éducatif, scolaire dans son ensemble, et aussi une part de responsabilité des entreprises. Ok. Je trouve que ta réponse à cette question, elle est aussi révélatrice. C'est qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On est dans une transformation où on ne sait pas encore ce qui va advenir de certains profils, de certains métiers, etc. Et tu le rappelles depuis le début de notre discussion, le temps présent est très important. Tout à l'heure, tu nous parlais d'apprendre à apprendre. Je comprends l'idée, tu vois, quand tu m'en parles, je me dis, oui, c'est important d'être résilient, d'avoir des ressources à la fois cognitives, physiques, etc., que tu peux dupliquer, déployer. Mais j'ai du mal à me dire, en fait, ça ressemble à quoi concrètement, apprendre à apprendre? Comment est-ce qu'on fait pour muscler cette compétence-là? J'ai un cours que j'anime qui s'appelle Apprendre à apprendre avec l'IA. Et ce que je donne aux étudiants à la fin, j'ai appelé ça un kit de survie cognitif. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Déjà, apprendre à apprendre. Je pense qu'il faut déjà sensibiliser les gens sur comment fonctionne le cerveau et comment on apprend. Beaucoup de gens, ils ne savent pas comment on apprend. Ils n'ont pas conscience des mécanismes qui sont en fait des mécanismes la plupart inconscients de comment j'apprends. Ils sont toujours beaucoup aussi sur des neuromythes sur on est soit visuel, soit cognitif, soit auditif, ce qui est un neuromythe total parce que le cerveau fonctionne pas comme ça. On est un peu des deux, on est un peu de tout à la fois en fait. Ça fonctionne pas comme ça le cerveau. Donc il y a d'un côté tous ces neuromythes qu'il faut balayer pour leur dire non, c'est faux. La science, c'est même pas la science a prouvé que c'est faux. Donc ça, la première chose. Deuxième chose, il faut leur apprendre concrètement comment le cerveau fonctionne et comment on apprend. Une fois qu'on a fait ça, le troisième enjeu maintenant, qui n'était pas là avant, c'est comment on apprend avec l'IA. Pas contre l'IA et pas en laissant tout déléguer à l'IA, mais avec l'IA. Quels sont les processus cognitifs qu'il faut mettre, les stratégies d'apprentissage plutôt qu'il faut mettre en place. Et alors, c'est quoi? Alors, pour le coup, sur ça, on a plusieurs études qui sont sorties, dont une fameuse étude du MIT qui est sortie fin d'année dernière, qui était une pré-étude et qui montrait qu'en gros, 3 groupes avaient été pris pour la production d'un texte. Un qui utilise que l'IA, un qui utilise que la vieille méthode. Bon, les gens ne verront pas que j'ai fait des guillemets sur la vieille méthode, mais la vieille méthode sur juste le sujet, et puis on va faire des recherches en utilisant Google, qui va être ton ami. Et on utilise l'IA, mais après avoir commencé les recherches. Et en fait, ce que ça a montré, c'est que quand on utilisait l'IA après cette première phase d'acquisition cognitive, on était aussi, voire plus performant que quand on faisait des recherches juste tout seul, et on était beaucoup plus performant que lorsqu'on déléguait tout à l'IA. Ce qui montre bien que si on arrive bien à faire de l'IA son ami, en activant de façon pertinente d'abord son cerveau pour faire les recherches, pour structurer, pour imaginer
quel doit être le rendu, quelle doit être la problématique, quel va être l'angle d'attaque, comment on y répond, quels sont les liens entre les notions, et qu'ensuite on vient chercher partie par partie, progressivement, avec l'IA, les réponses à ce premier plan qu'on avait mis, et qu'ensuite on avait cette logique de pas juste accepter le premier résultat de l'IA, mais de le challenger, d'avoir un regard critique, de lui dire montre-moi que tu as raison ou pas, puis ensuite de vérifier les sources. Là on avait un travail efficace qui était intéressant du point de vue de je sais apprendre avec l'IA. Ok, donc il y a vraiment ce garde-fou il faut absolument trouver une posture, une manière de travailler où on continue à utiliser son cerveau avant de se ruer sur la machine. Exactement. Mais ça, j'ai l'impression que parfois c'est presque un peu tard, quoi. On a tellement intégré ChatGPT que limite c'est devenu un réflexe que parfois on questionne pas, en fait. Alors déjà, c'est devenu en moins de 2 ans, c'est devenu un réflexe. La moindre question, je me souviens avant, quand on avait une question, je dis ça comme si j'étais très vieux. Je ne suis pas si vieux que ça. Mais on disait. Tu travailles sur les sujets IA depuis longtemps, plus longtemps que la moyenne, sûrement. Non, mais on disait aux gens Google it, quoi. Oui. Vas-y, tu vas chercher sur Google pour trouver la réponse. Et en fait, là, tu pourrais presque dire va sur ChatGPT trouver la réponse. Sauf que au moins en allant sur Google, la multiplicité des sources à lire, à comparer, à vérifier au mieux, faisait que il y avait ce travail quand même de triage, de catégorisation, de vérification que le cerveau faisait, et puis de lecture aussi que le cerveau faisait. À un travail où, comme tout le résultat est déjà donné, catégorisé, hiérarchisé, trié, parfois on ne lit même plus. C'est la première tâche qu'on ne fait même plus en dernière tâche. On ne lit plus, on ne challenge plus, on ne vérifie plus les sources, et on n'a pas de regard critique sur ce qui est donné. Sauf qu'il ne faut jamais oublier que l'IA, elle ne fait qu'encoder des biais sociaux. Elle ne fait que reproduire aussi le mythe de l'IA neutre. C'est faux, en fait. C'est vraiment un mythe. Donc, il ne faut pas oublier qu'elle a été codée par des humains. Ces humains ont des biais. Ils les ont peut-être reproduits. Et puis, ça appartient à des gros groupes qui ont des intérêts. On en parle avec Sandrine dans son épisode, que ce n'est pas neutre le choix des IA qui vont être intégrées dans une entreprise. Ça a une couleur économique, ça a une couleur parfois politique aussi. Et donc, c'est pas neutre, c'est important de le rappeler, effectivement. Non, c'est pas neutre. Et donc, du coup, si on n'apprend pas à avoir un regard critique, à prendre du recul, à vérifier les sources, je dis pas que c'est facile comme logique. Même moi, des fois, je m'y fais prendre. Ça m'arrive de faire des erreurs parce que j'ai été trop vite et que voilà. Mais il faut quand même se donner cette hygiène de vie cognitive pour justement survivre face et avec l'IA. J'aime beaucoup cette notion d'hygiène cognitive. Est-ce que tu as une ou deux best practices sur l'hygiène cognitive à nous proposer? La réponse, la première chose, c'est de considérer que l'IA n'est pas la réponse à tout. Parfois, la vieille façon, entre guillemets, c'est de faire comme on faisait avant, de prendre le temps d'écrire son mail, même si, tu vois, d'un truc tout bête, plutôt que d'envoyer le sujet que tu veux écrire et puis laisser l'IA rédiger son mail, rédige ton mail et puis utilise l'IA pour ce qu'elle est utile, corriger les fautes d'orthographe. Je suis le premier à faire beaucoup de fautes d'orthographe, donc pour moi, c'est merveilleux, ça. Donc, ne pas utiliser tout le temps l'IA, ne pas utiliser l'IA en premier, d'abord utiliser son cerveau. Et puis surtout, et là, ça fait écho d'ailleurs à un papier qui est sorti il y a pas très longtemps dans Harvard Business Review sur l'utilisation de l'IA qui fatigue les salariés. En fait, se dire que c'est un peu, on a la chance en France d'avoir un droit à la déconnexion, en fait, il faut l'utiliser. Parce que dans ce papier, ça donne des choses qui sont 3 éléments forts avec l'IA sur le fait que on utilise l'IA en continu. En fait, on est en train de manger et on se dit mais j'ai cette tâche-là, donc je vais vite demander à l'IA et puis on va faire. En fait, on n'a pas. Dans les faits, on n'a pas profité de son droit à la déconnexion. On va se dire... Non, mais là, ce que tu dis, c'est très, très important.
Parce qu'effectivement, en France, on a ce droit à la déconnexion. J'ai été interviewée une spécialiste canadienne du sujet où elle nous disait que c'était pas légiféré, et donc là-bas au Canada. Et donc ici, c'est vrai qu'on a ça dans les contrats de travail, etc. Mais là, ce que tu dis, c'est ce droit à la déconnexion sur nos temps personnels, de l'IA qu'on va s'infliger, entre guillemets, soi-même. J'étais ce week-end à un week-end entre amis. J'étais ahurie. On était 15. À chaque fois qu'on avait une question, quelqu'un mentionnait l'IA. Bah, demande à ChatGPT. Mais t'es sûr? Attends, mais ChatGPT, il me dit une autre réponse. Et c'est vrai que, en fait, on se rend pas compte à quel point ça peut être vertueux et nécessaire d'avoir des temps de déconnexion sur nos temps perso. Pour te reprendre un exemple, j'aime beaucoup. J'expliquais à un client qui est une école francophone qui voulait lancer un programme en anglais. Je lui expliquais que mauvaise idée, particulièrement pour la tranche d'âge sur laquelle elle voulait se lancer, qui est plutôt une tranche d'âge plutôt senior, on va dire. Les stats montrent que l'anglais n'est pas un sujet maîtrisé. Je lui explique ça, je lui montre les faits des dernières études, etc. Et lui, il me ressort un truc de ChatGPT qui dit oui, mais je lui dis ouais, non, mais ok, d'accord. Oui, non, c'est le contraire. Mais moi, ce que je te dis factuellement, c'est que tu as cette tranche d'âge-là, ton public, ton idéal customer, c'est un public de cet âge-là. Les stats montrent dans les faits que c'est un public qui n'est pas à l'aise avec l'anglais. Donc, tu vas pas lui faire apprendre de nouvelles compétences en anglais. Déjà qu'il va être confronté, il va avoir un choc cognitif parce qu'il va devoir apprendre de la blockchain, il va apprendre de la cybersécurité, etc. Tu vas pas en plus lui rajouter la complexité de l'anglais. Et ça, en fait, il m'a opposé une réponse de ChatGPT. Je me suis dit non. Et j'ai dû me battre en fait pour montrer la légitimité de ce que j'avançais comme argument. Mais tu parles d'éthique depuis le début de notre discussion. Tu en as parlé pratiquement à chaque réponse, à toutes les questions que je t'ai posées, tu parles d'éthique. Ça, je pense que c'est hyper important. Donc, ok, si je résume, sur la partie apprendre à apprendre, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il faut réutiliser son cerveau en premier, quoi. Oui. C'est ça le key learning de notre discussion, c'est avant d'ouvrir n'importe quel outil d'IA, prenez un papier, un stylo et faites l'effort de réfléchir au sujet avec son propre cerveau, quoi, ses ressources cognitives. Un peu provocateur, des fois, je dis à certains clients qui me disent mais pourquoi on ne sera pas remplacé par une machine? Je dis mais vous ne serez pas remplacé une machine parce que vous êtes profondément humain. C'est parce que vous restez profondément humain que vous n'allez pas être remplacé par une machine. C'est parce que vous arrivez à avoir cet esprit critique, c'est parce que vous arrivez à être créatif, c'est parce que vous arrivez à créer du lien entre j'ai vu quelque chose à Berlin et je suis allé au Vietnam et j'arrive à faire l'association des deux et à créer quelque chose de nouveau, que ça crée, que ça vous différencie. Et l'IA est là pour vous accompagner dans ce changement. Il faut le considérer comme un accompagnateur. Comme un stagiaire très très doué, mais comme un stagiaire quand même. Et là, tu mets le doigt aussi sur un sujet qui est très important pour moi et sur les sujets que j'aborde sur le tilt, c'est celui des trajectoires professionnelles. Là, tu parlais tout à l'heure des stagiaires, de comment est-ce qu'on devient senior aujourd'hui, etc. Est-ce qu'on observe un impact déjà dès maintenant sur les trajectoires professionnelles et notamment chez les juniors? Comment est-ce qu'on rentre sur le marché de l'emploi? Et même si on est déjà sur le marché de l'emploi, est-ce que l'IA va impacter nos opportunités et nos opportunités de croissance? Alors déjà, on voit bien que l'IA impacte l'entrée sur le marché de l'emploi, ça c'est indéniable. Plusieurs études le montrent, plusieurs analyses du marché de l'emploi, la diminution du volume d'emploi de juniors. L'emploi, ça impacte. Alors on a des sociétés qui ont essayé et puis qui ont fait marche arrière et d'autres qui changent durablement aussi. Je prends un bon exemple de rétroplédalage, c'est Klarna, je crois, qui avait licencié tout son service Customer Success, CSM, et ou son service assistant, je me rappelle plus, et qui 2-3 mois après les a tous rappelés ou a rappelé une grosse partie d'entre eux parce qu'ils se sont rendus compte que le taux d'insatisfaction n'arrêtait pas d'augmenter. Donc je pense que déjà oui, ça impacte les trajectoires professionnelles. Ça impacte aussi, je pense, profondément ce qu'on attend des gens. Parce que avec l'IA,
l'IA redéfinit la notion même de performance. On attend plus de performance, plus de productivité avec l'IA sur une même unité de temps. Et donc ça aussi, ça impacte durablement. Je pense que on attendra, on tolérera de moins en moins le « je ne sais pas » ou « je ne peux pas » parce qu'on se dit que l'IA a la réponse à tout. Et ça, je pense que c'est un risque parce que c'est justement parce qu'à un moment, on ne sait pas et qu'on a appris à faire, qu'on s'est formé pour apprendre, qu'on est devenu meilleur dans son boulot, qu'on a acquis de nouvelles compétences, que ça a développé son esprit critique, que ça a permis d'alimenter la créativité. Donc ça aussi, c'est un danger. Quand je t'entends répondre ça me fait aussi penser à en fait, la manière dont on découpe les carrières aujourd'hui. Je recevais à mon micro récemment la DRH d'Avas. Eux, ils ont fait toute une transformation pour passer à la skill-based organization. Et en fait, elle le dit très clairement, nous, on ne fonctionne plus par métier, on fonctionne par compétences. Et quand tu parles de la performance, moi, ça m'évoque vraiment ça. C'est-à-dire, on va attendre de la performance, pas forcément sur un métier 360 où, historiquement, on a ton entretien annuel et on te dit, de manière 360, t'étais bon là, là, là. On va t'attendre de manière très performante, très forte sur une compétence précise. Et on va évaluer cette compétence que tu auras mis à profit sur tel projet. Donc, effectivement, tu ne construis pas ta carrière de la même manière. Si tu as un écosystème de compétences que tu peux transvaser à droite à gauche, plutôt qu'un rôle global, quoi, tu vois. Ça remonte bien dans ce que tu disais en introduction sur le développement du reskilling et de l'upskilling. Justement, si on est très axé compétences, ça veut dire que ces compétences, il faut pouvoir les mettre à jour régulièrement. Il faut accompagner ces mises à jour et donc il faut former des gens pour que ce soit à jour et que leur carrière ne soit plus linéaire. J'ai une dernière question pour toi. On s'est rencontrés au travers d'une conférence auquel on a participé tous les deux pour Job Teaser et l'EDEC. Et tu as dit une première chose qui m'a vraiment marquée. Tu disais... Je suis plus inquiet par les problématiques d'intergénérationnel que par les problématiques d'IA dans l'organisation. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Je voulais tout simplement dire deux choses. Alors, c'est des faits, tout simplement. Première chose, on constate, en tout cas en France, mais c'est plutôt une tendance mondiale, particulièrement dans les pays développés, le ralentissement des naissances. On est en France, je crois, à 1,6 enfants. Première chose. Deuxième chose, on a un premier mouvement que j'ai décrit plus haut. On disait, les jeunes, on a du mal à les faire rentrer. On embauche peut-être moins parce qu'on va attendre plus d'eux en termes de seniorité, de prise de conscience et qu'ils sont peut-être pas formés à ça. Donc, on a moins de jeunes qui rentrent. De l'autre côté, et qui sont bien formés, en tout cas qui sont IA natifs ou bien sensibilisés à l'utilisation de l'IA. Bon, les usages, on peut en discuter. Est-ce qu'ils sont vraiment des usages professionnels ? De l'autre côté, on a une population qui vieillit et qui va s'en aller. Et il y a cette tension entre les deux, où les jeunes, je remets des guillemets, on leur a pas appris les tâches qui en fait servaient à former leur esprit critique, former leur expertise, parce que l'IA le fait maintenant par des automatisations, par des agents IA. Des seniors qui, eux, avaient cette expertise, cette prise de recul, cette capacité à créer du lien entre les individus qui, eux, s'en vont. Et avant qu'ils s'en aillent, il faut que ces jeunes, l'IA et eux puissent collaborer. Et une fois qu'ils sont partis, il ne restera plus que des jeunes qui ne seront de fait plus trop jeunes et de l'IA. Et donc, à mon sens, le vrai problème, c'est pas tant de se dire il y a de l'IA en entreprise, c'est plutôt comment on fait plusieurs générations collaborer avec l'IA, comment on fait pour former efficacement des jeunes et comment on fait pour que ce savoir-être, ce savoir-faire unique qu'avaient acquis les seniors à travers une longue expérience soit transmis correctement à ces jeunes. Et que de l'autre côté, ces jeunes aussi, pour
cette fin de carrière sur les 10-15 ans qui restent puisse aussi accompagner ce upskilling, reskilling des seniors autour des technologies liées. Oui, on a tout un épisode sur le sujet qui est l'épisode qui est sorti juste avant le mois de l'IA, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter si ce sujet vous intéresse. Et j'ai une dernière question pour toi, Ronnie, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnalités pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans ? Alors, ça va être... Je suis désolé, je ne veux pas faire rêver les gens et vous n'entendrez pas de gros noms d'entrepreneurs. Mais paradoxalement, je mettrais ma mère parce que je pense qu'elle a cette sincérité et cette lucidité qu'elle a toujours eue sur ses enfants et sur l'éducation. Je mettrais mes amis parce qu'ils ont cette capacité à être très francs. C'est peut-être le côté antillais et de dire quand ça ne va pas. Mais aussi accompagner quand ça va. Et je mettrai mes enfants parce qu'ils ont toujours, et j'espère qu'ils le garderont le plus longtemps possible, encore ce regard candide sur la vie et ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. Génial, magnifique ce board, j'adore. Donc tu l'as déjà. Voilà, j'ai déjà. Bravo. Ronnie, un énorme merci pour tous tes partages à mon micro. Je mettrai en lien dans la description des liens pour aller découvrir ton travail. Je te souhaite un bon voyage à Berlin et un retour à Montpellier et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci à Ronnie pour cet échange. De cette discussion, je retiens 3 idées clés. D'abord que l'intégration de l'IA dans le travail n'est pas une question d'outils, mais une question d'adoption et de formation. Une technologie ne transforme réellement une organisation que lorsqu'elle est utilisée, comprise et appropriée sur le terrain. Ensuite, que la compétence la plus stratégique dans ce nouveau contexte est peut-être la capacité à apprendre en continu. Apprendre, désapprendre, réapprendre, bref, rester curieux dans un monde où les cycles d'innovation s'accélèrent. Et enfin, cette notion que j'ai trouvée particulièrement éclairante, celle de l'hygiène cognitive, dans un environnement où les réponses sont vraiment là de manière instantanée, et bien continuer à mobiliser son propre cerveau, c'est pas forcément si évident que ça. Vous pouvez bien sûr écouter les autres épisodes de cette série IA et Travail, et moi je vous retrouve très bientôt pour poursuivre la réflexion. À bientôt!